Et oui, cette drôle de rentrée à laquelle on va devoir faire face avec nombre de protocoles, etc., etc. Et on va en parler avec le professeur agrégé de philosophie René Chiche et la psychologue Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Estelle Dupont, bonjour René Chiche. Bonjour. Merci tous les deux d'être avec nous avec cette rentrée. Alors d'habitude, c'est intéressant parce que cette année vraiment elle n'est pas comme les autres. D'ailleurs l'année dernière aussi. Mais quand je pense suivre de la rentrée, c'était toujours voilà nos chères têtes blondes ou brunes qui rentrent et puis on voyait toutes ces images, les premiers cartables, les enfants qui pleuraient, les parents qui consolaient, etc., etc., etc. Les grandes images d'Épinal et très bien. Et puis là, le chiffre de la rentrée, c'est donc plus de 12 millions d'élèves, donc 6 520 000 du premier degré, je rappelle, 5 729 000 du second degré, collégiens, lycéens, 59 600 établissements, etc., etc. Quand même 869 300 enseignants, ce n'est pas rien. Donc voilà, grande rentrée à l'école, mais alors rentrée marquée vraiment sur des signes. Et vous en avez tout à fait parlé partout, Marie-Estelle Dupont et vous-même, René Chiche, sous le signe quand même d'une grande angoisse, de grandes dissensions, de grands clivages. Alors j'aimerais qu'on en parle, puisque c'est le premier jour aujourd'hui. Marie-Estelle Dupont, quels sont les points de clivage, pour ne pas dire de rupture, de cette rentrée, pour vous ? Alors déjà depuis l'été, depuis l'annonce de la non-nécessité de l'autorisation parentale pour vacciner les adolescents, on a observé beaucoup de conflits. Moi j'ai beaucoup même d'anciens patients qui m'écrivent pour me dire qu'est-ce que je dois faire. De conflits au sein des familles, parce que les adolescents sont dans un âge très particulier, un âge charnière, où ils ont évidemment besoin de se trouver d'autres modèles et d'autres discours que le discours parental. Ils sont éminemment influençables, fragiles narcissiquement, ils ont besoin de la reconnaissance de leur père, d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe de pères PAIRS, pour se détacher un peu du père PERE. Et bien évidemment, le fait d'avoir un refus de passer par les parents, en fait, jouer à saute-mouton avec l'autorité parentale qui a toujours été là. Je veux dire, médicalement, on signe des décharges. Nous, les parents, à la rentrée, ne serait-ce que pour que l'infirmière donne un Doliprane. Donc ça, déjà, ça a créé beaucoup de conflits. Ça a inflammé un moment de la vie où il est normal d'être en conflit avec ses parents. Il est normal d'avoir envie de ne pas avoir besoin de ses parents, mais il est normal aussi d'en avoir un peu besoin encore. Et donc, on a envoyé un signal, moi, que je trouve très compliqué pour les parents. Et on voit d'ailleurs comme ça s'agite au moment de la rentrée. Les Même parents plus que compliqué, pardon, on dit, on n'a pas besoin de vous les parents, on n'a pas besoin de votre autorisation. C'est très très grave. Donc parce que perte d'autorité quand même. Oui, enfin je veux dire, le confinement avait détruit le lien social. On ne peut pas prendre des mesures qui détruisent le lien familial. C'est quand même la cellule de base de la société. Et je crois que les dégâts psychiques et sociaux, on ne les a pas mesurés, mais qui vont être énormes. Et je le constate déjà dans l'anxiété et la tristesse qui marquent cette rentrée. René Chiche, votre ressenti, votre analyse sur ce qui se passe en ce moment. Oui, mais les dégâts collatéraux, sociaux, psychiques, ne vont pas être terribles. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Ça fait déjà plus d'un an qu'on massacre les jeunes dans l'indifférence absolument générale. Alors, quand on dit les jeunes, bien entendu, il ne faut pas mettre sur le même plan les plus jeunes enfants de 6-7 ans à qui on apprend à lire avec un masque. Mais André Berkoff, pensez-vous que vous auriez réussi à apprendre à lire avec un masque qui vous prive, vous, mais aussi le professeur, de la vue des mouvements que vous faites avec votre visage et qui vous empêche, par exemple, de distinguer, je sais pas, entre le chez et le je. Bon, là, il n'y a aucune étude, mais ça, c'est très grave. Moi, je le dis avec une grande inquiétude, parce que on est dans le déni total de ces effets collatéraux. Il n'y a aucune étude qui a été faite, et à mon avis, aucune étude qui ne sera faite, sérieusement, sur ces dégâts-là. Mais nous, professeurs... Parce que c'est un tabou de l'autorité du gouvernement, enfin c'est un tabou, le pouvoir ne veut pas qu'on parle de ça, quoi, c'est ça. Mais bien sûr, parce que fondamentalement, la gestion de cette crise est faite de mesures complètement disproportionnées, qui se focalisent sur des aspects d'une crise
en négligeant totalement le reste de la société, le reste des effets que l'on produit par des mesures, parce qu'on est tellement fasciné, on parle de ça tout le temps, y compris dans les foyers, parce que il y a ce qui se passe à l'école, mais il y a aussi ce qui se passe dans les foyers. Et moi, j'ai des témoignages absolument terrifiants, qui me font beaucoup de peine, de parents, de mères d'enfants notamment, qui décrivent des enfants, on peut dire le mot, traumatisés. Ah bah moi je les vois. Moi quand j'ai des enfants qui arrivent dans le bureau en me demandant est-ce que je peux toucher le bureau où il y a des germes à 7 ans, et j'embrasse pas les gens, parce que quand on s'embrasse on se touche à 7 ans. Au moment quand même du lien affectif, c'est terrifiant. On est en train de générer des TOC et des phobies sociales absolument terribles sur toutes les tranches d'âge, comme disait Monsieur Chiche. C'est-à-dire retard de parole à la crèche, problème d'apprentissage de la lecture, problème de concentration avec l'enseignement à distance qui ne permet pas une mémoire à long terme, et des dégâts psychiques sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu rencontrer avant comme problème. Et comment je voudrais, si vous permettez, parce que en tant que philosophe aussi, je voudrais dire que, bien entendu, tout cela apparaît avec la gestion de cette crise sanitaire, mais ça a commencé avant, hélas. L'abandon de notre jeunesse par une génération d'adultes qui est incapable de prendre ses responsabilités, qui cherche souvent trop à se faire aimer au lieu de simplement donner des repères et éduquer ses enfants. Ça a commencé avant. Je pourrais citer un seul exemple, parce que juste avant la crise sanitaire, c'était les attentats, c'était le terrorisme, et par conséquent l'instauration du plan Vigipirate. Il faut bien se rendre compte qu'on habitue les enfants dès le plus jeune âge à avoir peur. On ne met pas ces enfants à l'école pour qu'ils aillent se cacher sous les tables pour se livrer à des exercices de prévention d'actes terroristes. À un moment donné, je veux dire, le principe de précaution doit être utilisé et appliqué avec, je ne dirais pas précaution, mais avec prudence et sagesse, avec mesure. Là, on est dans la démesure totale. Et effectivement, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Alors, moi, je vais dire aussi quelque chose de très important, c'est que la vaccination n'est pas obligatoire pour les enfants. Elle n'est pas obligatoire pour les adolescents de 12 à 16 ans. Non, pour le moment, elle est obligatoire pour personne, René Chiche. Voilà. Actuellement, officiellement, la vaccination n'est pas obligatoire, comme vous le savez. Oui, enfin, une obligation. Moi, une obligation qui ne dit pas son nom, pour moi, c'est très sournois. C'est-à-dire que quand j'entends des ados qui peuvent plus aller au foot, etc., alors qu'on sait que le confinement a dégradé, et dans les prochaines années, peut-être qu'il y a des études qui sortent pas, mais il y a aussi des études en épidémio qui vont sortir sur la santé psychique et mentale et physique, après ces mesures. Le confinement a augmenté évidemment l'obésité, le diabète, énormément de maladies, et donc avec le pass sanitaire, à nouveau empêcher les jeunes de faire du sport, c'est vraiment extrêmement grave du point de vue de la santé publique, physique. Je parle de la santé publique et de la santé physique. Tout à fait, puis les dégâts sont déjà, on les voit déjà. René Chiche, je voudrais revenir justement, je parle aux philosophes aussi bien qu'aux professeurs, à vous aussi, Marie-Estelle Dupont. Je voudrais revenir à ça. Je voudrais savoir, vos collègues, comment réagissent les enseignants, enfin je ne vais pas dire les enseignants, je ne vais pas faire des généralités, mais qui sont obligés de porter le masque, bien sûr, et qui sont maintenant normalement obligés de se faire vacciner. Comment tout ça, on a parlé du traumatisme aux côtés peut-être des élèves, des jeunes, et comment c'est vécu au niveau d'un certain nombre d'enseignants en tout cas? Bon, alors les enseignants ne sont pas plus obligés de se faire vacciner, bien sûr, que le reste de la population. Mais tout à l'heure, j'ai commencé une phrase, j'aimerais aller jusqu'au bout de ma phrase, parce que je disais que, effectivement, j'insistais sur les enfants et les adolescents en disant qu'ils n'étaient pas obligés d'être vaccinés. Simplement, ils vont faire l'objet de pressions absolument insupportables, qui ont déjà commencé. Le ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de sa Direction générale de l'enseignement scolaire, la fameuse DGESCO, a publié des fiches pour, comment dirais-je, donner le mode d'emploi aux professeurs pour convaincre et persuader les élèves de se faire vacciner. Alors là, il faut que les choses soient très claires. Moi, je ne vais pas parler des enseignants en général, je ne connais pas les 860 000 enseignants, mais je connais très bien leurs représentants. Et donc, il y a un clivage entre une immense majorité de représentants syndicaux, des syndicats majoritaires,
qui n'ont cessé d'être dans la surenchère sur cette question sanitaire, qui le sont encore d'ailleurs, puisqu'ils en sont à réclamer maintenant. Vous savez, la nouvelle chose à la mode, c'est le capteur de CO2 et puis l'aérateur d'air. Bon, l'aérateur de pièces. Le capteur de CO2, juste un mot pour que vos auditeurs prennent bien la mesure du délire dans lequel on est. Le capteur de CO2, c'est simplement un appareil qui permet de mesurer le niveau de CO2 dans une pièce. Avec 3 degrés, vert, c'est bon, orange, ça commence à pas être bon, rouge, il faut ouvrir les fenêtres. C'est-à-dire qu'on va quand même pas demander au ministère de l'Éducation nationale d'équiper des salles de cours pour savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres. On a perdu le bon sens ou quoi dans ce pays? Oui, on devrait peut-être le savoir. Non, mais ça, voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, vous avez des syndicats qui sont dans la surenchère. Mais nous sommes professeurs et je crois que malgré tout nos divergences, j'ai quand même confiance dans le fait que chacun au sein de l'Éducation nationale va se rendre compte là que ce n'est pas son rôle, qu'on ne peut pas se substituer, on ne peut pas prendre les responsabilités qui sont celles des parents. Donc les parents, moi je les invite, normalement ils doivent recevoir des autorisations très formelles à donner. Ils prennent leurs responsabilités, mais effectivement, il va falloir que les professeurs aussi, de leur côté, prennent leurs responsabilités et ne rentrent pas dans ce rôle qu'on veut leur faire jouer. J'ai entendu parler d'ambassadeurs de la vaccination, et puis quoi encore? L'école n'est pas un pôle de santé jusqu'à nouvel ordre. Ça. D'une part, et d'autre part, quand le même gouvernement, fait des campagnes pro-vaccination avec le slogan « on discute de tout sauf des chiffres », moi, le professeur que je suis et le philosophe que je suis ulcéré, je suis scandalisé qu'on dise des choses pareilles. Et par conséquent, non seulement je ne suis pas un ambassadeur de la vaccination, mais je vais même lutter contre cette campagne parce que moi, je me préoccupe aussi de la santé, alors non pas psychique au sens psychiatrique du terme, mais de la santé intellectuelle des jeunes. Tout est lié. Mais évidemment, tout est lié. Merci. Si vous voulez, je peux rebondir une seconde? Oui, tout à fait. Non, après, on a juste les informations. Et après, Marie-Estelle Dupont, vous rebondissez. N'oubliez pas ce qu'a dit René Chiche. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour parler de ce sujet qui n'est pas des moindres. Ce sont nos enfants qui rentrent aujourd'hui à l'école. À tout de suite. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Oui, pour le moment, ce n'est pas l'adieu, c'est la rentrée, effectivement. C'est bonjour, monsieur le professeur. Bonjour à tout le monde. Et c'est une sacrée drôle de rentrée. On en parle avec René Chiche, qui est professeur agrégé de philosophie, qui est membre du Conseil supérieur de l'éducation. Et on en parle avec Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue. Et on a commencé à aborder tout cela et on voit vraiment à l'heure du Covid. C'est pas l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, c'est l'école et les jeunes au temps du Covid. Marie-Estelle Dupont, vous vouliez justement réagir à ce que Non, disait... c'est pas l'amour au temps du choléra, mais c'est le lien au temps du Covid. En fait, on a fragmenté tous les liens. C'est-à-dire que je pense que quand la pandémie est arrivée, avec cette situation inédite, les gouvernements ont réagi sur des chiffres. Certains chiffres, les chiffres de circulation virale. La vie et la santé ne sont jamais réductibles à l'éviction d'une maladie. L'être humain est d'abord un être de parole et de langage et de sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais décrire un être humain avec des chiffres. Si je donne votre pourcentage de matière grasse, on n'a aucune idée de qui vous êtes. On peut tenter de décrire quelqu'un avec des mots. Et on peut agir aussi avec des paroles qui abîment, des paroles qui manipulent ou des paroles qui guérissent. Et donc, comme on a pris des mesures à partir des chiffres, on n'a pas vu qu'au nom de la santé, on a considérablement dégradé la santé mentale de toutes les catégories de population. Et quand on a dit non, il faut que les jeunes soient solidaires des âgés, en fait, moi j'ai eu les mêmes retours des âgés et des jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, pour me protéger, ma vie n'a plus de sens. Parce qu'on a fragmenté tous les liens sociaux et que ni la vie intellectuelle, ni la vie émotionnelle, ni la survie biologique
ne peuvent exister et se maintenir sans des liens. Et aujourd'hui, il est évident que la question de la vaccination est en train de devenir un réel sujet d'embrasement au sein des foyers. Alors justement, professeur René Chiche, est-ce que quelque part, sans jouer du tout au complotiste ou même pas, et on n'a pas besoin de ça, est-ce que quelque part, cette culture quand même de la dissension, du dissensus qu'on voit très très bien, est-ce qu'il a été voulu? Quand je dis voulu, je veux dire par là que est-ce qu'il y a eu volonté générale, hein, parce que c'est pas seulement la France là, de cliver absolument un certain nombre de gens, parce que vraiment c'est un phénomène qui d'abord il est mondial et il a été ressenti pas mal de la même façon, mais c'est quand même quelque chose qui appartient à une guerre, justement. Nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron, mais quelle guerre et avec qui et quelle victime? Je pense qu'il y a deux éléments dans votre question. Quelque chose qui, à mon sens, relève d'une évolution générale des sociétés occidentales, notamment dans le rapport, dans l'inversion du rapport de responsabilité entre les générations. C'est-à-dire que lorsqu'on en est arrivé, parce que je l'ai entendu, ce discours, et ça m'a profondément choqué, lorsqu'on en est arrivé à faire peser sur les jeunes la responsabilité de la contamination des plus âgés. Ouais. Et par conséquent les culpabiliser de cela. On ne se rend pas compte qu'on inverse le rapport de responsabilité et d'éducation entre les générations. Maintenant, en plus qu'on a un vaccin, et un vaccin qui précisément permet d'éviter à certains, et notamment à ceux qui ont le plus peur de faire des formes graves, et bien qui permet de leur éviter et donc d'être protégés, il est d'autant plus absurde de se lancer dans une campagne vaccinale des jeunes. D'autant plus absurde. Et par conséquent, elle ne peut être faite qu'au moyen de mensonges. Et là, c'est le deuxième aspect de votre question, c'est que moi, je ne pense pas qu'il y ait évidemment une intention dans tout cela. Je crains que ce soit beaucoup plus trivial et presque pire, c'est-à-dire que c'est une espèce de bêtise. On fait des bêtises et puis on est incapable de revenir, on est incapable de revenir en arrière, on est incapable d'avouer tout simplement qu'on s'est trompé, donc on persiste dans le chemin qu'on a pris et évidemment, à force d'y persister, on aboutit à des situations comme celles que nous connaissons. Fuite en avant, oui, Marie-Estelle Dupont. Pardon, oui, allez-y, René Chiche. Juste un dernier mot, dans l'éducation nationale elle-même, je voudrais, moi, effectivement, faire la part des responsabilités des uns et des autres. Il y a des discours qui sont tenus par notamment des responsables syndicaux, qui sont parfois tenus par certains parents, mais pas tous. Par exemple, ceux qu'on entend le plus souvent sur les plateaux et qui disent vaccinez-vous. Il y a même des gens qui se permettent de dire aux professeurs qu'il faut qu'ils se vaccinent, mais enfin franchement, de quoi je me mêle. Et puis vous avez aussi, le ministre. Alors je veux pas du tout défendre le ministre, mais je sens bien qu'il ne participe pas à cette hystérie et que même s'il n'a pas le courage et qu'il veut pas aller, il sait pas aller jusqu'au bout, il freine un peu, il essaye un peu de freiner tout cela, parce que nous avons quand même évolué sur une mesure qui, pour moi, est vraiment le comble de l'inacceptable. C'était l'éviction des élèves non vaccinés qui auraient été cas contact. Ça, c'était inacceptable. D'abord, ça violait le secret médical, évidemment. On n'avait pas aucun moyen de connaître le statut vaccinal des élèves. Mais surtout, c'est une mesure qui ne servait strictement à rien. En revanche, alors là, pour le coup, et je vais laisser la parole à la psychologue, elle avait comme conséquence immédiate de créer entre les élèves un conflit complètement artificiel. Complètement artificiel. D'accord. Oui, Marie-Estelle Dupont. Oui, bien sûr. Alors, par contre, on n'est pas revenu sur le masque à l'école, et moi, ça me pose un vrai problème quand même de voir ces jeunes, ces ados qui, enfin, je veux dire, le visage, c'est l'identité quand même. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'était Emmanuel Lévinas. Ces ados qui ont besoin de se rencontrer, de se comparer, de surmonter leurs complexes, de se parler, de se sourire, et qui, dans la cour en plein air, sur aucune base scientifique, ont encore le masque. Ça génère quoi, le masque? Ça génère de l'angoisse, de la tristesse. Du coup, le visage se fiche, ça sert à rien de sourire. Et puis, au bout d'un moment, c'est fatigant, ça sert plus à rien de se parler. Donc, c'est très déshumanisant, le masque, en fait. Donc, moi, surtout cette mesure, on n'en a pas besoin en plein air. On n'en a pas besoin. Moi, vraiment, ça me préoccupe énormément, le masque. Je crois que quand on persévère dans l'erreur, c'est peut-être que, en fait,
on a renoncé. Il y a eu une inversion des valeurs, ça c'est évident, hein, puisque pour éviter la mort, on a arrêté la vie. Qu'on a demandé aux jeunes, pour être de bons citoyens, de faire tout l'inverse de ce qu'on a besoin de faire pour devenir un adulte autonome. Reste chez toi, reste chez tes parents, reste derrière un écran, ne pose plus de questions à tes profs. On les a fait régresser psychiquement. Le distanciel. En fait, on les a fait régresser psychiquement. Et on ne se rend pas compte à quel point ça peut effondrer un psychisme et des capacités intellectuelles. Tous les étudiants que j'ai vus ou qui m'écrivent, qu'ils fassent HEC, un BTS, des sciences, de la littérature, me disent tous, je ne sais absolument pas. Augustin, vous me l'avez dit hier au téléphone avant l'émission, je ne sais pas de quoi on a parlé en cours l'année dernière. Et pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont pas assez courageux ou motivés ou que c'est des enfants gâtés. Pas du tout. C'est parce que votre cerveau, les lobes qui sont impliqués dans la mémorisation sont les mêmes en grande partie que ceux qui sont impliqués dans les émotions. Donc quand vous êtes en déprivation sensorielle et en déprivation de contact humain, vous ne pouvez pas mémoriser à long terme. On a besoin de mouvement, on a besoin d'interaction, on a besoin aussi d'incitateurs à la mémoire, c'est-à-dire de pouvoir contextualiser la mémoire. Tiens, c'est au moment où elle a posé cette question, je me rappelle que. Et tout ça, on l'a perdu dans l'enseignement distanciel. Donc quand moi je lis des affiches dans la rue, l'enseignement est virtuel, l'apprentissage ne l'est pas, en fait, je suis absolument révoltée, je suis scandalisée. Ce sont des pertes énormes. René Chiche, je crois que vous partagez cette opinion par rapport au distanciel et par rapport Oui, bien sûr. En fait, les écoles sont restées ouvertes, mais on n'y a rien fait, à part de la présence. Et de la présence, mais pas du tout de l'enseignement. Il est faux de dire qu'on peut enseigner avec un masque, on ne peut pas plus enseigner avec un masque, on peut chanter un opéra avec un masque, et ainsi de suite. Ceux qui l'ont accepté ont dû tuer leur jugement pour l'accepter. Parce que je tiens quand même à rappeler que lorsque le masque est devenu une obligation au sein des établissements, c'était un début d'année scolaire dernière, on avait le choix, hein, on a toujours le choix, on doit critiquer. Contrairement à ce que dit le gouvernement, c'est pas parce que quelque chose est proclamé que on doit y obéir, certes, mais on doit quand même conserver cette capacité de discuter. Or, que s'est-il passé ? Nous avons forcé des élèves à porter le masque pendant le cours, ce qui les rendait incapables de suivre le cours, ce qui perturbait énormément le professeur également, alors que nous sachions les uns et les autres très bien que juste après le cours, ce masque serait ôté et que la potentielle contamination, circulation du virus reprendrait de plus belle. C'est-à-dire qu'en réalité, on a surtout habitué les gens à faire des choses qui n'ont pas de sens, qui sont absurdes, voilà, qu'ils savaient être absurdes, donc on les a habitués à lutter contre leur propre jugement. Et ça, pour moi, je crois que c'est la pire des choses, parce que là, après, à partir de là, il n'y a plus rien. Oui. Je voudrais prolonger sur le plan psychologique. Oui, juste un mot, vous venez de définir la définition. Enfin, c'est la définition même du totalitarisme, ça. Qu'est-ce que c'est les régimes totalitaires, en tout cas là-dessus. Oui, Marie-Estelle. Un régime totalitaire, c'est un régime total, c'est-à-dire qu'il veut pénétrer et intruser non pas seulement le corps, mais la pensée de l'individu. Et en fait, dans une famille, un parent qui est maltraitant, il va réussir à pénétrer le cerveau de l'enfant, à force de lui faire des choses absurdes ou contradictoires, l'enfant, pour survivre, est obligé de se cliver de sa perception et de son jugement. Ce qui fait que quand un individu bienveillant à l'extérieur vient lui dire « mais t'es pas obligé de faire ça », il se met en colère contre cette personne, dans un syndrome de Stockholm, parce que s'il doit reconnaître que la personne en qui il a confiance et qui a autorité sur lui a fait faire quelque chose qui en fait était soi-disant pour son bien, mais n'était pas bon pour lui, c'est pour ton bien de porter un masque à l'école, mais en fait t'as de la buée sur les lunettes, t'as des migraines et tu mémorises rien, eh ben c'est terrible, c'est un deuil terrible. Et donc pour beaucoup d'enseignants, pour beaucoup d'élèves, ils ont dû rentrer dans un processus de syndrome de Stockholm où ils ont dû absorber l'idée que c'était le bien parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se révolter. Et donc quand d'autres leur disent c'est peut-être bon pour le Covid mais c'est pas bon pour le reste de ta santé, ils sont en colère. C'est-à-dire que en même temps ils s'effritent parce qu'ils sont conscients de ça. L'école qui malheureusement, pas depuis le Covid mais depuis plus longtemps, comme le disait Monsieur Chiche, n'est plus tellement un lieu où on apprend autant que ça l'esprit critique, qui est quand même la mission de l'école, est devenu un lieu où on répand de la peur. Mais de la peur, ça se traduit psychiatriquement par des tocs, des névroses, des élèves qui veulent plus sortir de chez eux, des syndromes de la cabane. Et alors après, on me dit oui, mais il faut éliminer le virus pour sauver l'économie. Non, mais ces gens-là, ils vont pas sauver l'économie. Ils sont déprimés,
où ils vont être agressifs, où ils vont être complètement dissociés. Donc c'est pas avec des gens déprimés ou agressifs et qui n'arrivent plus à penser par eux-mêmes qu'on va rendre le pays créatif et productif. Alors juste avant une interruption, et vraiment avec vous deux, et c'est passionnant, on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Je voudrais dire quand même qu'on est tous partis en vacances, enfin en tout cas là, j'espère, on a tous un peu. Et puis heureusement, juste je voudrais dire, les cafés, les gens, je ne sais pas s'ils étaient vaccinés ou pas, mais c'était de plein de gens quand même qui riaient, qui se voyaient, qui parlaient. Heureusement, on n'est pas encore en cellule dont on essaie de repeindre les barreaux, mais c'est vrai que tout ce que vous avez décrit existe et est extrêmement dangereux à terme. On en parle tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio. Absolument. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, nous avons parlé du protocole excluant pour les élèves vaccinés, sur les ravages de l'école à distance, du port du masque des enfants, de la campagne de vaccination de l'école à distance. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à tous ces sujets et nos invités vous répondent. Et vous posez toutes vos questions à André Berkoff et évidemment à ses invités Marie-Estelle Dupont, la psychologue, René Chiche, le professeur agrégé de philosophie. Et nous sommes avec Amarita de Paris. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, bonjour Amarita. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Chiche, Madame Dupont, et vraiment merci pour vos émissions et pour nous donner aussi un espace de parole. Alors j'ai bien noté ce qu'ont dit vos invités sur les conséquences de ce que nous avons déjà connu avec les enfants, le masque, le distanciel, etc. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas encore pris la mesure de toutes les conséquences sur le plan éducatif et psychologique de ces mesures-là. Mais moi, ma grande angoisse aujourd'hui, c'est sur le déploiement de la campagne vaccinale et la pression qui est mise sur les enfants. Et je voulais faire réagir vos invités sur deux aspects. Allez-y. Le premier, voilà, d'une part, c'est l'atteinte à la parole, à l'image parentale, puisque quand on a fait le choix de ne pas être vacciné, de ne pas vacciner nos enfants, on est au mieux des idiots, des égoïstes, des irresponsables, des mauvais citoyens, voire, j'ai même entendu, des connards. Donc, vis-à-vis de nos enfants, quand de la parole publique nous qualifie comme ça, voilà, comment gérer ça avec nos enfants et nos ados, et aussi des choses que je vois, que j'ai vues, vous l'avez évoqué hier, Monsieur Berkoff, la campagne Sud Radio, ça va, ça va. C'est la campagne de Skyrock et de Skyrock, pardon, oui. Voilà, de Skyrock, ça va, ça va, mentionne un ami pro-virus. Oui. Mentionne un ami pro-virus. Mais c'est clairement, pour moi, c'est un appel à la discrimination, au harcèlement des enfants qui sont quand même des enfants et des ados. Je rappelle juste le slogan qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on encourage les gosses à dire « Ah, t'es anti-vax, donc t'es pro-virus ». Oui, ça c'est du harcèlement. Ça c'est de l'incitation à harcèlement. À mentionner. C'est pas uniquement pour faire une blague ou pour susciter un débat. Donc moi je trouve ça extrêmement préoccupant et je suis vraiment très inquiète sur ce qui attend les enfants et la pression qui va leur être mise de tous côtés par le déploiement de cette campagne. Et je voulais vos réactions, vos conseils pour les enfants, pour les parents. Et voilà, parce que là, on se sent vraiment cerné de tous côtés. Alors, Marie-Estelle Dupont et René Chiche vont vous répondre. Marie-Estelle Dupont, peut-être, allez-y. Bon, ça, je suis d'accord que c'est une incitation au harcèlement. D'abord, le fonctionnaire à l'école, il a une obligation de neutralité, de respect de la dignité. Il n'est pas là pour relayer une forme d'incitation à l'agressivité ou à la haine. C'est plutôt, ça pourrait être le lieu d'un débat. On a le droit de penser. Il faut rappeler à l'enfant et à l'adolescent qu'il a le droit et qu'il est même invité à penser. Moi, je me suis beaucoup emportée en juillet contre cette mesure qui vise à diminuer l'autorité parentale, puisqu'évidemment, l'État n'est pas la nounou. Enfin, l'État n'est pas là pour prendre la place du parent. Il n'est pas là pour pénétrer le foyer. Comment protéger les enfants ? D'abord, il faut essayer de ramener du calme et je pense d'essayer qu'à la maison, ce ne soit pas le seul sujet de discussion. Parce qu'en fait, plus on sème la peur, plus on sème la panique, plus quelque part la pression augmente. Donc, je pense que plus on est dans l'hystérie et dans l'empressement, plus il faut essayer à la maison de ramener du calme et de faire en sorte de protéger nos enfants de toutes les pathologies mentales qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire l'obsessionnalité, etc. Ensuite, je pense que, y compris les parents qui sont en train de faire vacciner leurs adolescents et qui sont vaccinés, ils ont quand même un rôle éducatif à jouer en disant à l'enfant qu'un vaccin n'est pas une récompense.
parce que dans cette campagne, on présente beaucoup le vaccin comme une récompense. Et ce qui me choque depuis le début de la crise, ce ne sont pas tant des mesures médicales sur lesquelles je ne suis pas experte. C'est un climat psychologique de culpabilisation des jeunes, dans une inversion des valeurs où, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, c'est les parents qui portent les enfants et pas les enfants qui portent les peurs des parents. Parce qu'un enfant qui est le thérapeute de sa mère, obsessionnel de la propreté, en général, il développe un mal-être après. Mais rappeler à l'enfant qu'en fait, quand on lui dit « si tu te fais injecter, tu as le droit de faire ça », ça n'est pas une récompense. C'est pas tu vas être déconfiné si tu te fais injecter, parce que un vaccin c'est un acte médical. C'est pas une sortie au parc Astérix, c'est pas une semaine de camping, c'est pas chérie t'as étudié en distance pour te récompenser, on t'offre une semaine de camping avec les copains. C'est on t'offre une injection. Non mais ce n'est pas drôle en fait. Voilà. Et ça n'est pas une anti-vax qui vous le dit. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui simplement rappelle que le rôle éducatif revient aux parents et que les adolescents, on doit d'abord les aider à la maison à dialoguer. C'est-à-dire nous en tant que parents, on doit avoir l'humilité d'accepter que notre enfant ne soit pas d'accord, mais l'obliger à argumenter. Voilà. Et s'il est aligné et qu'il sait pourquoi il veut faire ce qu'il fait, c'est ça qui compte. C'est pas qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas. C'est qu'il soit aligné avec son choix. Et là, on est en train de les tordre et de les monter les uns contre les autres. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi ? Parce que je pense que l'obsession du chiffre fait que quand le problème de la pandémie arrive dans le système occidental moderne, où quand même depuis des années, on a oublié la maladie, la mort, on se croit tout puissant, on veut que la technologie nous sauve de tout. Eh ben, on s'assoit sur nos valeurs, alors qu'en fait, c'est notre structure de valeurs qui devrait nous permettre de trouver des stratégies pour résoudre le problème. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de limite, comme disait Monsieur Chiche, tout est permis, tout est possible. Oui, professeur Chiche. Oui, j'aurais voulu savoir quel était l'âge des enfants de l'auditrice qui viennent nous... Oui, Amarita, quel est l'âge de vos enfants ? 13 et 15 ans. 13 et 15 ans, oui. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir la même réponse bien sûr. Pour tout le monde. Il ne va pas s'exercer le même type de pression, évidemment. Moi, je pense qu'ils ont peut-être plus de chance à cet âge-là et surtout le plus âgé d'avoir des professeurs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Je l'espère. Je l'espère aussi. Et nous, moi, je suis responsable d'un syndicat de l'éducation qui s'appelle Action et Démocratie. Et nous y travaillons parce que nous communiquons auprès de l'ensemble de nos collègues et nous avons déjà pris nos responsabilités. Nous avons dit que ce n'était pas le rôle non seulement de participer à la campagne de vaccination en tant que professeur, mais qu'en revanche, notre rôle était de déconstruire les communications qui pouvaient effectivement créer des dégâts collatéraux, et c'est exactement ce dont on est en train de parler. Le conseil que je voudrais néanmoins vous donner, c'est ne restez pas seul, ne restez pas isolés en tant que parents. Il est absolument essentiel que les parents, et notamment ceux qui effectivement n'ont pas jugé utile, sans du tout parler du vaccin, etc., mais n'ont pas jugé utile de faire vacciner leurs enfants, il faut qu'ils se regroupent et qu'à un moment donné, dans l'année, il y a des réunions entre le chef d'établissement et les parents d'élèves. Le sujet doit être débattu à ce moment-là et les rôles de chacun doivent être rappelés. Je tiens néanmoins à dire, parce que je pense effectivement qu'il va y avoir des dérapages, on les a déjà constatés, parce que la loi qui instaure le laissez-passer sanitaire, en fait, c'est une saloperie, permettez-moi de parler comme ça, c'est une vraie saloperie qui incite partout les petits chefs à se croire tout puissants, investis d'une mission qui consiste à aller au-delà même de la loi. Faire du zèle. Exactement. Et vous avez un certain nombre de chefs d'établissement, de directeurs d'école ou de maires, par exemple, qui envoient des textes ou des informations fausses aux parents, leur disant qu'ils ne peuvent pas mettre leurs enfants si leurs enfants ne sont pas vaccinés. On en a vu passer quelques-uns sur Internet de ces textes-là. Donc, il faut déjà que vous sachiez exactement quels sont vos droits, mais surtout, moi, je tiens à vous donner cette information parce qu'on me l'a donnée et d'une personne de confiance me l'a donnée. Je sais que dans certains rectorats, dans certaines académies, plus exactement, vous avez eu des réunions en présence des directeurs régionaux de la santé, des ARS, des DAZEN, c'est-à-dire des responsables qui sont en dessous du recteur, des responsables départementaux de l'éducation nationale, et des chefs d'établissement avec... de la part de l'ARS, un discours, mais sans aucune dissimulation, disant que d'ici à la Toussaint, il faut qu'il y ait 100% de vaccinés.
Ah oui. Alors évidemment, ils vont pas l'écrire. Ils vont pas l'écrire parce que c'est complètement illégal, ça n'a c'est aucun illégal, sens. Ouais. Mais voilà, il y a des gens qui sont persuadés que c'est leur objectif et donc là, il faut effectivement faire très attention. Ouais. Comme le disait Madame Dupont, les chiffres, c'est les chiffres, c'est les chiffres, c'est les chiffres, y compris les chiffres de la vaccination. Tout ce qui compte, c'est les chiffres. Donc, ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent comme moyen pour pouvoir présenter des bons chiffres en croyant, les imbéciles, que c'est ça qu'on leur demande et que c'est ça, avoir une bonne politique. Mais bon, tout le monde sait qu'il n'en est rien. On va se retrouver tout de suite après ceci. Et vous avez Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov et ses invités. Et merci, d'ailleurs, on avait oublié. Merci à Marita de nous avoir appelé de Paris. Et tout de suite, nous filons à Pau avec Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Allô Alain, est-ce que vous êtes là? Non. Sylvien, peut-être, non? Oui, je suis là. Oui. Alain est là. Alain. Alors, on vous écoute, Alain. Bonjour André. Bonjour. À tous. Désolé, il y a un petit souci technique. Voilà, je suis un petit peu nerveux. Excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, moi je voulais parler par rapport à la rentrée de mon fils que j'ai effectuée ce matin, 6 ans. Oui. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu, mis un peu un pincement au cœur dans le sens où quand on rentrait en cet âge-là, on avait un appel, on était tous conviés, des parents, ce côté parents tous dehors. Le petit, lui, est rentré tout seul. Tout seul, il a fait sa rentrée tout seul et il a rejoint le préau, ses camarades sous le préau. Et je veux dire, ça m'a fait un petit pincement, pas pouvoir assister à ce rituel, on va dire, entre guillemets, ce petit rituel qui est un petit peu sacré, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc, savoir après comment ça se passe, j'aurais une question aussi, savoir aussi comment ça se passe. L'obligation vaccinale, parce que moi, j'ai ma fille de 17 ans aussi, qui, elle, s'est vaccinée il y a peu de temps. Oui. Et moi, j'ai pas eu mon mot à dire parce qu'elle était en âge de pouvoir décider. Mais si, par exemple, l'obligation vaccinale ce qui se profile pour les enfants de moins de 12 ans, peut-être un jour, donc, vu qu'avec la maman, nous sommes séparés, comment ça se passe dans ces cas-là si, par exemple, la maman est elle OK pour la vaccination? Ah oui, vous voulez dire entre couples séparés ou divorcés? Mais oui, bien Voilà, sûr. oui, Mais là, c'est ce que j'ai souligné, c'est qu'on est en train on est en train d'inflammer deux choses très difficiles dans la famille, la séparation parentale et la crise d'adolescence. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. Parce que je pense que dans cette situation, monsieur, si votre femme est d'accord, ça suffira. Oui. Si, aujourd'hui, selon Sachant que je la rappelle loi... quand même que zut, quoi, c'est pas la peste noire et les enfants sont pas à risque de faire des formes graves. Et comme de toute façon, ça protège pas de la contamination, si leur grand-mère est vaccinée, qu'elle est protégée, qu'elle a peur et qu'elle est bien vaccinée, il n'y a pas de problème. Donc j'aimerais bien qu'on foute la paix aux enfants et qu'on leur accorde le répit psychique qu'ils n'ont plus depuis 1 an et demi. Je voudrais simplement dire que selon la loi, pour le moment, l'amendement, c'est qu'un des parents, il suffit de l'accord d'un des parents pour que l'enfant, en tout cas de plus de 12 ans aujourd'hui, soit vacciné. Oui, pour les enfants de plus de 12 ans. Oui. Absolument. Oui, pour le reste, je ne sais pas si René Chiche a des informations là-dessus. Pour le moment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour les moins de 12 ans, si ça va se passer. Je ne sais pas. Oui, comme on nous a dit que le vaccin, que le pass ne serait jamais appliqué, que maintenant il est appliqué. On nous a dit que les moins de 12 ans ne seraient pas vaccinés, donc maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, c'est ce qui se profile, me fait un petit peu peur, on va dire, entre guillemets. Vu la fiche de propagande de vaccination de l'Union européenne, je ne sais pas si vous avez vu, André, cette affiche. Non. Ursula von der Leyen et puis les contre les nationalismes. Oui. Vous n'avez pas vu cette affiche? Non, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, non? Vous savez, il y a tellement d'affiches sur les vaccins qu'on n'en les veut plus passer. Non, mais celle-ci, je veux dire, elle est en publicité aujourd'hui, depuis aujourd'hui. On ne peut pas la louper, quoi. Ah bah écoutez, on va la regarder, on en parlera demain. À ce de 1940. D'accord. Écoutez, on va la regarder et on va en parler. Hein. Mais vous faites bien d'attirer notre attention là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au niveau du signifiant collectif, on est quand même en train d'instaurer, comme de la santé, donc avec une véritable inversion du sens, comme de la santé et de la responsabilité, d'être obsessionnel, hypocondriaque, méfiant les uns vis-à-vis des autres, et tout un cortège de symptômes de la psychopathologie humaine. L'autre n'est pas un potentiel ennemi. Oui, René Chiche. Oui, moi je voulais simplement ajouter, parce que je confirme tout ce qui a été dit sur le fait que dans le cas de parents séparés, divorcés, et se partageant autorité parentale, il suffit qu'il y en ait un qui soit d'accord pour que cette autorisation soit valable. Néanmoins, il y a quand même
moi, je suis plus directement concerné parce que mes enfants sont maintenant très grands, mais ce que je ferais si j'étais concerné, c'est écrire au chef d'établissement, au directeur d'école, en lui disant que je le tiendrais pour responsable, y compris pénalement, si mon enfant était vacciné contre ma volonté. Parce que ce que je crains qu'il se passe, effectivement, en installant, non pas seulement à proximité des écoles, mais carrément maintenant dans les écoles, des centres de vaccination. Oui, des vaccinodromes, oui, dans les écoles. Mais comment voulez-vous que les enfants résistent à la pression ? Ils résisteront pas à la pression. Et là, manifestement, je vous ai cité tout à l'heure des hauts responsables qui ont fixé des objectifs à atteindre d'ici la Toussaint. Ils utiliseront tous les moyens. Donc il faut de notre côté. Donc il faut que les parents réagissent, quoi. Vous dites, s'ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord. Moi, il faut qu'en tout cas que la responsabilité pénale des personnes qui iraient à l'encontre des décisions qui ont été expressément formulées, elle soit clairement mentionnée. Voilà. Et est-ce qu'il faudrait, à votre avis, juste un mot, René Chiche, à votre avis, là c'est un souhait, c'est une opinion, mais est-ce qu'il faudrait que les responsables d'école aient leur mot à dire à ce moment-là, et que leurs responsabilités soient engagées, ou bien c'est simplement l'affaire des parents et l'école n'a absolument pas à se mêler à ça quant au choix de la vaccination ou de la non-vaccination? Mais l'école n'a pas du tout à s'en mêler, et dans la plupart des cas, elle ne s'en mêle pas. Le problème, c'est que au sein de l'école, vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens qui croient que c'est leur devoir, et en fonction des responsabilités qu'ils ont, ils peuvent faire des dégâts considérables. Je veux dire, si cette croyance est née simplement chez un recteur, il peut donner, impulser, de toute une académie. Donc, il faut être très vigilant. Signaler le moindre petit fait qui nous semble anormal, et puis surtout être sûr de ses droits. L'auditeur, dès qu'il a pris la parole, a parlé d'obligation vaccinale. Vous voyez bien que la campagne de communication porte ses fruits, puisque on est en train de faire comme s'il y avait une obligation là où il n'y en a pas. Redescendons. En Italie, ils ont instauré un pass sanitaire pour les établissements. On n'en est pas encore là en France. Alors je sais bien que tout est possible, évidemment, mais à suivre. En tout cas, à suivre, à être vigilant, surtout. Oui. Elle me dit réagir, Marie-Estelle Dupont. Oui, je crois que de tout temps, dans la nature humaine, il y a quelque chose qui s'appelle le bénéfice secondaire, et que ces petits chefs dont parle René Chiche, le problème, c'est que bien souvent dans des débats, dans des situations de problèmes graves et importants, comme c'est le cas avec le Covid, le débat est infecté par le fait que pour certains, le problème permet d'exister. Et j'ai entendu à la sortie d'un plateau télé un médecin me dire, il y a plusieurs mois maintenant, finalement grâce au Covid, j'ai une existence, je passe à la télé. Alors j'ai eu envie de lui répondre, mais madame, prenez un forfait théâtre, en fait. Vous pouvez faire des choses intéressantes autrement qu'en parlant du Covid. Et les bénéfices secondaires... Je dis quelque chose, j'existe, absolument. Les bénéfices secondaires, c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on n'est pas psychologue, mais qui est un grand barrage à la résolution des problèmes. Et ça peut être un bénéfice secondaire d'avoir cette question de la vaccination pour un ado pour emmerder sa mère, avec qui il est à juste titre en conflit, parce que c'est de son âge d'être en conflit avec sa mère. Mais du coup, on est en train de dévoyer un conflit qui est inhérent à la construction psychique, qui est important, mais on ne peut pas être dans une confusion des places. Et là, on est en train de mettre les profs à la place des conseillers médicaux, de mettre l'État à la place des parents, de mettre les ados à la place des personnes âgées. Donc tout le monde perd sa place. Les restaurateurs à la place des policiers. Et donc... on ne peut aboutir qu'à un chaos complet, puisque en fait, on ne peut résoudre un problème que si chacun est à sa place. Moi, quand je suis dans une position familiale, je ne fais pas d'heures sup de psychologie. Je suis dans une position familiale, pas dans une position de thérapeute. Sauf que beaucoup de gens, alors non, parce que ça, je vais vous dire, le Covid a rencontré quelque chose qui est beaucoup plus général et qu'on connaît depuis toujours. Et ça, c'est dans l'entreprise. Le nombre de gens qui n'existent que parce qu'ils combattent tel ou tel projet ou telle réforme, et ils disent, mais si je dis oui, je n'existe pas, il faut que je montre uniquement mon existence par l'opposition. Oui, mais donc à un âge où on a aussi besoin de la reconnaissance de ses pairs PIRS, la vaccination ne va plus être un enjeu de santé, mais un espèce de support identitaire de substitution. Et je ne crois pas qu'on trouve
son identité dans des postures idéologiques médicales. Vous aviez parlé de forfait théâtre. Bah écoutez, il y a un forfait qui coûte pas cher, c'est celui de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio qui, comme son nom ne l'indique pas, est écouté partout en France et même à Avranches, du côté d'Avranches vers Val-Saint-Père avec Sylvie qui nous appelle. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités que je remercie de tout mon cœur de parler avec autant de bon sens et de clarté. Ça fait du bien d'entendre des paroles sensées dans ce monde de fous. Bon, je reviendrai pas sur la vaccination parce que bon, je suis outrée et que bon, moi mes enfants ont pris des mesures pour éviter la vaccination à leurs enfants, donc ça c'est pas le sujet. Je voulais juste témoigner de ce que j'ai connu. Alors, je ne vous parle pas de mon école, parce que c'était l'époque du Moyen-Âge. Je vous parle de l'école de mes filles, qui ont une trentaine d'années, où, parce que j'avais la chance de pouvoir aller les chercher à 4h30, je pénétrais dans l'école, j'avais un contact direct avec la maîtresse qui permettait de discuter avec elle s'il y avait des petits soucis, de pouvoir voir les dessins ou les productions de la classe affichées. Il y avait une vraie interaction. Il y avait une kermesse à la fin d'année. La kermesse pour les gosses, c'était la fête, quoi. Je veux dire, c'était... Aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui, donc de mes petits-enfants, d'abord, il y a eu le terrorisme. Donc, on a remonté la grille. Ils sont plus dans des écoles. Ils sont dans des cours de prison, les enfants, aujourd'hui. Ils ont des grillages de 3 mètres de haut. Plus d'accès à l'école pour les parents. Plus de kermesse. Parce que la kermesse, on ne sait jamais, il y a des vilains terroristes qui peuvent s'introduire. Quand bien même certaines écoles font des kermesses, les grands-parents n'ont pas le droit, il n'y a que les parents. Pourquoi les grands-parents n'ont pas le droit? Parce qu'il ne faut pas trop de monde. Ah d'accord. Alors là, avec le Covid, je ne vous en parle pas, on limite. Bon, là, c'est... Et en fait... la kermesse était interdite aux parents l'année dernière. Exactement. Ouais. Donc ces écoles qui étaient un lieu... Franchement, je parle... de l'école, le reste aussi, mais l'école maternelle, je trouvais que c'était une école formidable, moi, en France, où les enfants apprenaient plein de choses par le jeu, est devenu vraiment une zone de... On dirait que ces enfants, ils rentrent, ils ont une maîtresse masquée, les parents n'ont plus accès, pas accès à l'école, pas accès à la maîtresse, et je trouve ça d'une tristesse. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait « j'ai mal pour Marseille ». Moi, j'ai sincèrement mal pour mes petits-enfants et pour les enfants en général, mais je trouve ça tellement... terrible ce qui s'est passé dans une école qui était vraiment une belle école. René Chiche, oui. Comment vous réagissez à ce que dit Sylvie sur ce contact? On est triste d'entendre cette description qui est parfaitement avérée. En fait, ce qui serait bien, c'est que cette parole-là s'exprime davantage et se fasse davantage entendre, parce que je pense que c'est le vécu de la totalité ou de l'immense majorité des Français. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est soumis à un délire, mais qu'il y a aussi des responsables de ce délire, et parmi ces responsables, il y a ce qu'on appelle les technocrates, qui veulent tout faire à la place. Ils veulent faire de la médecine à la place des médecins, ils veulent faire de l'enseignement à la place des enseignants. Et effectivement, ils s'emparent de tout, de tous les domaines. Et ces domaines que nous aimions, ces institutions, parce que s'agissant de l'école, c'est une institution auquel nous sommes profondément attachés, ils les transforment en faisant dans cette école ce qu'ils ont appris à faire par ailleurs, quel que soit le domaine. C'est pas un hasard si l'auditrice a évoqué le plan Vigipirate. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, sur le terrorisme. Voilà, on a déjà complètement intégrer des choses qui n'ont pas à être intégrées, ou alors qui ont à être intégrées dans le secret des cabinets du préfet, dans le secret du cabinet du maire, mais qui n'ont pas à devenir les règles d'une politique publique et avec des mesures qu'on applique
voilà, sans même réfléchir, sans même se dire, bon, est-ce qu'on n'en fait pas trop là, etc. Peut-être que, en revanche, sur la question scolaire, le gouvernement est en train effectivement de faire un peu plus attention que sur le reste, parce qu'il sent que là, il marche sur des œufs et qu'il y a quand même pas mal de parents et de grands-parents qui sont à bout et qui sont prêts, quand on touche à leurs enfants, qui sont prêts à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises pour eux-mêmes. Absolument, ils ne sont pas isolés. Augustin, notre... Absolument, Sylvie qui m'a presque donné envie de revenir à l'école, mais l'école d'avant. Écoutez, on a d'autres appels avec Christophe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Oui, bonjour de la Loire qui boxe en passe. J'espère que vous allez bien. Je plus sois avec ce que dit Monsieur Chiche et Madame Dupont. En même temps, je me sens coupable parce que je me demande si, quand on écoute Michel Onfray, on est un petit peu nihiliste, même totalement, ou Monsieur Andeven, un grand philosophe, on est des liberticides, presque des abrutis. Et puis Madame Dupont, j'écoute Madame Dupont, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais elles sont où les sociétés de pédopsychiatrie? Elles sont où? Ah, mais je suis d'accord avec vous, on a très peu... Excusez-moi, juste pour terminer avec Monsieur Chiche aussi, c'est que les fédérations d'enseignants, ils sont où? Les fédérations de parents? Moi, j'ai fait partie d'une association de parents, je les ai quittés. Pourquoi? Ils sont charmants, ils sont gentils, mais à part vendre des brioches et des saucissons pour animer une tombola, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Sans parler, on ne pourrait pas du droit du travail des syndicats, mais cette fabrication du consentement rend les gens Il n'y aurait pas des enfants masqués si les parents ne l'étaient pas. Moi, ce matin, j'ai emmené mon gosse de 8 ans en primaire. Évidemment, je pouvais l'accompagner à l'école si je ne suis pas allé, parce que je ne voulais pas être masqué. Mon fils me voit sans masque. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est... Alors, la fabrique du consentement, c'est tout à fait ça. Je voudrais d'abord, mais c'est vrai, où sont les fédérations, où sont les associations? Parce qu'on parle, nous, vous dites des choses extrêmement sensées, mais on a l'impression que il y a la servitude volontaire qui est là, quand même. Au niveau des parents, il y a des collectifs, il y a Enfance et Liberté. Au niveau des enseignants, il y a des enseignants qui ne sont pas d'accord pour être instrumentalisés dans la question de la pandémie et qui donc voient les dégâts du masque, notamment sur les résultats scolaires et sur l'indiscipline, parce que les enfants n'en peuvent plus. Donc il y a un syndicat qui a été créé, je crois, qui s'appelle Enseignement, Recherche et Liberté, pour rappeler quelles sont les règles du droit, les règles de l'éthique aussi, parce qu'on a tous dans nos professions une éthique et une déontologie. Pour les sociétés de pédopsychiatrie, effectivement, moi je suis psychologue en libéral, donc je ne suis pas médecin. Pourquoi j'ai choisi de ne pas être médecin? Parce que quand j'ai regardé la formation médicale, j'ai trouvé que c'était autant une déformation qu'une formation, et que j'allais être soumise à parfois des pressions pour soigner, et que je n'avais pas envie de subir. Donc du coup, je ne suis pas médecin. Et effectivement, il n'y a pas d'ordre des psychologues, donc vous n'aurez pas une parole d'un ordre des psychologues, parce que pour l'instant, les psychologues ne sont pas organisés dans un ordre. La Société française de pédopsychiatrie s'est exprimée en février dernier sur les dégâts sur les enfants. Depuis, on a eu quand même plusieurs pédopsychiatres qui ont dit qu'il y avait eu les 7-11 ans qui étaient très touchés. Moi, j'en ai parlé. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a peu de praticiens hospitaliers qui parlent. Je crois que tant qu'on est encore à l'hôpital, et moi j'ai quitté la PHP il y a plusieurs années maintenant, on a un conflit de loyauté. Parce qu'à la PHP, il y a aussi les services de réa qui vous disent « mais nous, on a des morts ». Donc si vous dites « bah oui, mais à Necker, on a 6 fois plus d'admissions qu'avant en pédopsychiatrie », on vous dit « bah oui, mais nous, c'est plus grave parce qu'il y a des morts ». Donc je pense que ce qui infecte le débat, c'est qu'il y a un prérequis de base qui est mais nous, on veut sauver des vies. Et alors, à partir du moment où vous émettez une nuance, où vous dites qu'il y a d'autres vies qui souffrent, de toute façon, vous êtes un salaud, en fait. C'est ça ce qui infecte le débat. C'est qu'on est dans du manichéisme pur. Or, moi, je le vois dans mon cabinet, toutes les souffrances existent. J'ai la souffrance d'un Covid long et une heure après, j'ai la souffrance de quelqu'un qui n'a pas pu accompagner sa femme mourant d'un cancer du poumon et qui est parti, dont le corps est parti dans un sac et qui a à peine pu l'enterrer, parce qu'au premier confinement, on a renoncé quand même à la dignité de donner sépulture à nos morts. Donc je suis d'accord avec vous, on n'entend peut-être pas assez les psychiatres, les pédopsychiatres, je pense qu'il y a une peur aussi. Moi, je me suis exprimée sur Sud Radio en disant que j'étais pas là pour faire accepter l'inacceptable il y a quelques mois quand on a mis en place le chèque psy. Je pense que les enfants ont besoin de jouer, pas d'aller chez le psy. Un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. Donc je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des initiatives, mais effectivement, pourquoi les fédérations ne sont pas plus présentes? Peut-être parce qu'il y a des pressions de l'ordre des médecins. René Chiche, de votre côté, par rapport à l'interpellation de Christophe. Alors, il faut distinguer les enseignants et les parents d'élèves. C'est vrai que les associations de parents d'élèves ne sont pas très représentatives en réalité et elles couvrent très peu
sur le territoire. Donc, on ne parle toujours que de la FCPE parce que c'est historiquement et surtout politiquement un relais politique pour certains. Mais sur le terrain, si vous voulez, les parents sont souvent livrés à eux-mêmes. Et pour les concernant enseignants, Et concernant les enseignants, on pourrait presque dire la même chose, c'est-à-dire que les syndicats sont en perte totale de vitesse, de crédit. Ils appellent régulièrement à des grèves auxquelles personne ne vient parce que on sait très bien que ce sont des grèves qui servent à rien. Donc ils ne savent plus quoi faire pour exister et pour se faire entendre, si bien qu'ils cherchent des polémiques à deux balles auprès du ministre. La dernière en date, c'est sur les écrans plats, etc. On va en parler pendant des heures et des heures, tandis que les vrais problèmes auxquels se heurtent les uns et les autres sur le terrain, très peu en parlent. Moi, évidemment, je suis très fier de faire partie du syndicat Action et Démocratie, parce qu'on est les seuls, que ce soit au Conseil supérieur de l'éducation ou même par on a fait plein de recours au Conseil d'État, y compris, on est le seul syndicat à avoir attaqué la circulaire qui faisait du masque une obligation professionnelle quand elle est sortie en octobre dernier. Oui. Il faut voir ce que le Conseil d'État a osé nous répondre. C'est vraiment se fiche complètement de la gueule des gens. Mais vous le savez aussi par rapport à l'avis qu'il a donné sur la loi instaurant le. On le sait. Merci René Chiche, merci. On va reparler avec vous, comme on va reparler avec Marie-Estelle Dupont. Je crois qu'il y a vraiment, on touche au cœur du problème, encore une fois, sans manichéisme, avec du bon sens. Mais je voudrais juste rappeler que les valeurs, c'est ce qui n'a pas de prix, et les valeurs, ça prime sur les chiffres. Et les valeurs, on en a beaucoup sur Sud Radio. On vous laisse la liberté de parole. On invite de tout le monde. Et vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube ou en podcast sur sudradio.fr. Et tout de suite, Brigitte